Bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Donc sachez que dans cette chaîne, je propose des cours, des séries d'exercices, des QCM de physique destinés aux élèves qui préparent leur baccalauréat et également aux étudiants du premier cycle universitaire des facultés des sciences et différentes écoles d'ingénieurs. Donc, dans la série des exercices destinés au module de l'électrostatique, donc je suis à la série numéro 5 dans laquelle je vais traiter le problème des conducteurs en équilibre et comment déterminer la capacité d'un condensateur. Et on va traiter les deux cas classiques, le condensateur plan et le condensateur cylindrique. Bien. Bien sûr, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je vais poster sur la chaîne. Donc voilà la série. Donc on va étudier deux exercices. Le premier, il s'agit d'étudier les phénomènes, les problèmes d'un conducteur en équilibre, en particulier ce qu'on appelle le phénomène des pointes, l'effet de pointe. Et dans le deuxième exercice, on va parler de tout ce qui est calcul de capacité d'un condensateur. Bon, on va revenir sur les exercices en détail lors de la correction et bien sûr vous pouvez les télécharger dans la description de la vidéo. Donc avant de parler de ces exercices, je rappelle quelques résultats essentiels d'un conducteur en équilibre. Donc vous voyez bien que le mot conducteur en équilibre contient deux parties, conducteur et puis en équilibre. Donc, qu'est-ce qu'un conducteur? Donc, un conducteur, c'est un matériau qui contient des charges libres, qui peuvent être soit des électrons, soit des anions, soit des cations, qui peuvent se déplacer sous l'effet d'une perturbation extérieure. En l'électricité, on applique souvent un champ électrique. Quand est-ce qu'on dit que ce conducteur est en équilibre? Lorsqu'il n'est pas le siège de mouvement d'ensemble, parce qu'il y a toujours un mouvement de charge dans un conducteur, mais lorsque ce mouvement n'est pas orienté dans une direction bien déterminée, on dit qu'elle est en équilibre. Bien. Donc suite à cette définition, on va déduire l'ensemble des propriétés d'un conducteur en équilibre. Première propriété, quel est le champ à l'intérieur d'un conducteur en équilibre? Eh bien, puisqu'il n'y a pas un mouvement d'ensemble des charges, la force ou la résultante des forces à laquelle va être soumise une charge de ce conducteur, c'est nul. Il n'y a pas de mouvement d'ensemble de la charge. Donc, or la force, c'est Q fois le champ électrique. Donc, ça veut dire tout simplement que le champ à l'intérieur d'un conducteur en équilibre. Donc, si le champ est nul, d'après l'équation de théorème de Gauss sous forme locale, ou bien ce qu'on appelle l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale à ρ sur epsilon 0, comme le champ est nul, automatiquement la densité de charge volumique dans un conducteur en équilibre, elle est nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque fois que vous avez un conducteur en équilibre, vous insérez une densité de charge dans le volume, ces charges-là vont migrer vers la surface de façon à avoir toujours ρ égale à 0. Faites attention, la signification de ρ égale à 0 ne signifie pas qu'il n'y a pas de charge. Il y a bien sûr des charges, un conducteur contient des charges libres, mais il y a autant de charges positives que de charges négatives. Si je prends un élément de volume d d'auto, j'ai le même nombre de charges positives est égal au même nombre de charges négatives, donc j'ai une densité nulle. Maintenant, on passe à une autre propriété d'un conducteur en équilibre. On parle de volume équipotentiel, et aussi de surface équipotentielle. Bon, ça vient tout simplement de la définition de d de V égale à moins E d de L. Si le champ est nul, ça veut dire d de V égale à 0 entre deux points très proches. Ou bien s'ils sont éloignés, l'intégrale de A à B d de V est égale à 0. Et l'intégrale de A à B, ça vous donne tout simplement la différence de potentiel entre A et B. Il est nul, donc V de A égale à V de B. Et ça, c'est valable quel que soit le point A et B du conducteur. Donc, troisième propriété, c'est la surface et le volume d'un conducteur en équilibre, c'est des équipotentiels. Bon, dernière propriété, c'est le champ au voisinage d'un conducteur, comment il est. Donc, ça, c'est une surface équipotentielle. Puisque d de V égale à moins E d de L, ça veut dire d de V égale à 0, et par conséquent, E scalaire d de L égale à 0. Donc si je prends un élément d'ordre de longueur d de L
à la surface du conducteur, ça c'est D de L, je sais que E scalaire D de L doit être nul. Ça veut dire tout simplement que le champ au voisinage d'un conducteur, obligatoirement, il est perpendiculaire à la surface. Maintenant, pour calculer sa valeur, on va utiliser le théorème de Gauss sur cette surface-là, qui est un cylindre de hauteur H très faible, pour négliger ce qu'on appelle le flux latéral. Et puis à l'intérieur, quelle que soit la surface, ça ne nous intéresse pas, puisque le champ est nul, le flux, tout sur la partie interne, il est nul. Donc voilà, on applique le théorème de Gauss. Donc le flux à travers cette partie-là, il est nul parce que le champ est nul. Il reste juste le flux à travers la surface latérale, qu'on va négliger, puisqu'on va prendre une surface de Gauss de hauteur H qui va tendre vers 0. Donc H tend vers 0 de façon à négliger le flux latéral. Donc il va nous rester juste le flux à travers cette surface. Et puisqu'on a montré que E est perpendiculaire à la surface, donc le flux va être E fois S. Quelle est la charge intérieure? Bien sûr, il n'y a pas de charge volumique. S'il y a une charge, ça ne peut être que surfacique. Et donc, la charge va être sur ce disque-là, qui a la même surface que celle-là. Ça sera sigma S. Donc, vous avez E est égal à sigma sur epsilon 0. Et c'est ce qu'on appelle le théorème de Coulomb. Le champ au voisinage d'un conducteur, il est toujours perpendiculaire. Et son amplitude est égale à sigma sur epsilon 0. Partout. Perpendiculaire, son amplitude est égale à sigma sur epsilon 0. Perpendiculaire, son amplitude est égale à sigma sur epsilon 0. Bien. Maintenant, on revient à un condensateur. Un condensateur, c'est tout simplement un système de deux conducteurs en influence totale. Ça veut dire, si Q est la charge de la première du conducteur interne, moins Q, ce sera la charge du conducteur externe. Toujours, on va adopter les conventions suivantes dans la définition d'un condensateur. La charge de l'armature ou bien du conducteur qui est chargé positivement, on va l'appeler Q. Et bien sûr, celle de chargée négativement, c'est moins Q. Ensuite, le potentiel de l'armature qui est chargé positif, on l'appelle toujours V1. De l'armature négative, on va l'appeler V2. Et par définition, la capacité de ce condensateur, c'est Q sur V. En fait, V ici, c'est V1 moins V2. Ça, c'est V1 moins V2. Et Q, c'est la charge de l'armature interne ou bien de l'armature chargée positivement. Donc là, c'est Q sur V1 moins V2. D'accord? Pardon, là, c'est la capacité juste d'un conducteur. Si on prend un seul conducteur, c'est Q sur V. Et c'est un condensateur, c'est Q sur V1 moins V2. Voilà, bien sûr, l'unité du condensateur, de la capacité, c'est le farad. Voilà ce qu'on représente en électrocinétique, un condensateur par deux traits verticaux, Q moins Q et V1 moins V2, V1 V2 ou bien VA VB. Bien, donc voilà, maintenant je reviens à l'exercice. On prend une sphère métallique S1 de rayon R1 égale à 9 cm qui porte une charge Q1 égale à 10 moins 8 coulombs. Calculer la capacité de cette sphère, son potentiel et sa densité de charge. Donc des applications directes des formules que je viens de démontrer. Bien, on connaît la capacité, on connaît la charge. Pour déterminer la capacité, c'est CQ sur V. Donc il faut déterminer le potentiel. Bien, pour déterminer le potentiel, puisque le conducteur est un volume, le volume du conducteur est un volume équipotentiel et la surface aussi est une surface équipotentielle. Donc pour calculer le potentiel en un point quelconque, je vais faire le calcul en un point plus simple, c'est le centre. Pourquoi le calcul au centre va être très facile? Parce que toutes les charges qui se trouvent sur la surface sont à la même distance du centre. Ils sont situés à la distance grand R. Or, si je prends un élément de charge D de Q, on va faire le calcul bien sûr par la méthode directe, D de Q va créer au point O, donc ça c'est au point O, un potentiel qui est D de Q sur 4pi epsilon 0 R. Maintenant, pour calculer le potentiel total au point O, j'intègre sur toutes les charges de la surface sphérique. Et, bien sûr, l'intégrale, 4pi epsilon 0 R, c'est une constante. L'intégrale D de Q, c'est la charge totale de la sphère. Donc, ce sera Q1 sur 4pi epsilon 0. Donc, faites très attention ici. On ne précise pas si la charge est volumique ou surfacique. Mais, puisque c'est un conducteur en équilibre, automatiquement la charge ne peut être que surfacique, même si ce n'est pas précisé dans l'énoncé.
Donc voilà, je connais le potentiel, je connais la charge, je peux déterminer la capacité, c'est Q sur V, et ça vous donne 4πr. Donc ça, c'est la capacité de ce conducteur. Vous remarquez que c'est une grandeur physique qui ne dépend que des propriétés géométriques, c'est-à-dire de y0, ou bien si on remplit ce conducteur par un matériau à la place de y0, vous allez voir la constante d'électrique de ce milieu. Bon, y0, c'est la constante d'électrique du vide, et sa géométrie, ici sphérique, il ne dépend que du rayon. D'accord? Donc la capacité, c'est une constante, ça veut dire quoi? Si je multiplie la charge par 2, le potentiel va être multiplié par 2. Si je divise la charge par 2, le potentiel va être divisé par 2, de façon que le rapport, c'est toujours une constante, qui est caractéristique de la nature du conducteur, de sa géométrie et du matériau qui se trouve à l'intérieur de ce conducteur. Bien. Maintenant, on va prendre une deuxième sphère de rayon R2 qui n'est pas chargée à l'état initial. On va la placer très très loin de la première sphère pour négliger ce qu'on appelle l'influence mutuelle entre les deux. Et on va relier les deux par un fil conducteur. D'accord? Et la question, bien sûr, quelle sera la nouvelle redistribution de charge sur les deux sphères? Bien, je reprends l'énoncé. Donc, à l'état initial, j'ai une sphère chargée avec une charge Q1 et j'ai une deuxième sphère qui n'est pas chargée. Sa charge, elle est nulle. Bien sûr, celui-là, sa charge Q1, son potentiel, c'est V1, qu'on vient de calculer. Je vais lier maintenant cette sphère avec une deuxième sphère qui se trouve à une distance lointaine de la première. Et qu'est-ce qui se passe? Si je relie les deux conducteurs par un seul fil, les deux vont former maintenant un seul conducteur qui doit être en équilibre. Et pour qu'il soit en équilibre, il faut que le potentiel soit le même sur les deux sphères. Et pour que le potentiel soit le même, il faut qu'il y ait une redistribution de la charge sur les deux sphères de façon justement à satisfaire ce critère qui est le potentiel doit avoir la même valeur sur les deux sphères, du moment qu'ils sont liés par un conducteur. Donc voilà l'état final. La charge Q1 va devenir ici Q'1, Q'2, et le potentiel va être le même sur les deux sphères. Donc on a maintenant un seul conducteur de potentiel V. Ou bien on va l'appeler V'. Voilà. Donc la question, c'est de calculer la nouvelle distribution de charge sur les deux conducteurs. Donc là, on va utiliser deux propriétés. La première, c'est la conservation de charge. Ça veut dire cette charge Q1, c'est elle qui va être redistribuée sur les deux conducteurs. Donc obligatoirement, je dois avoir Q'1 plus Q'2 égale à Q. Et je dois utiliser les propriétés d'un conducteur en équilibre. Ça veut dire les potentiels de la sphère S1 doit être égal au potentiel de la sphère S2. Donc voilà les deux critères. Bon, le premier, bien sûr, Q1 égale à Q'1 plus Q'2. Le deuxième, et je dois avoir V1 égale à V2. Or, le potentiel créé par une sphère chargée avec une charge Q, je viens de le calculer dans la première question, c'est Q'1 sur 4πε0R1. De même, V2 va être Q'2 sur 4πε0R2. Maintenant, avec ces deux relations, je pourrais déduire facilement Q'1 et Q'2 en fonction de la charge initiale. Alors, je fais V1 égale à V2. D'abord, on va simplifier par tout ce qui est 4πε0. Et vous avez une autre propriété. Si vous avez A sur B égale à A sur C sur D, c'est aussi égal à A plus C sur B plus D. Bon, c'est juste pour faciliter facilement le calcul. Donc ça doit être égal à Q'1 plus Q'2. Bon, on aurait dû simplifier tout de suite par les 4πε0 et ça sera sur R1 plus R2. Or, Q'1 plus Q'2 n'est autre que la charge Q. Donc, j'ai cette équation-là qui me permet de déterminer facilement Q1 et Q2. Donc, Q1 est égal, Q'1 et Q'2 est égal. Bien sûr, vous avez différentes façons de résoudre ces deux équations. Mais, je pense la plus simple, c'est celle-là. Bien, donc si on fait le rapport des charges, vous voyez bien que le rapport des charges il est proportionnel au rapport des rayons. Maintenant, on va déduire les densités de charges surfaciques sur chaque sphère. Bon, on connaît les charges, on connaît la surface, donc sigma, c'est Q sur S. Donc Q'1 sur S1 et sigma 2, ça sera Q'2 sur S2.
Donc voilà sigma 1 et voilà sigma 2. Si on compare ces densités de charge cette fois-ci, vous voyez bien qu'elles sont inversement proportionnelles au rayon. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire sigma 1 égale à sigma 2 R2 sur R1. Autrement dit, si R1 est supérieur à R2, vous allez voir sigma 1 va être plus petite que sigma 2. Ça veut dire la densité de charge va se concentrer là où le rayon de courbure est le plus important. D'accord? Donc la densité de charge est importante. Là où, pardon, c'est l'inverse. Hein. On a dit c'est inversement proportionnel, bien sûr. La densité de charge va être très importante. Là où vous avez un très faible rayon de courbure, justement ici. Si j'ai un très faible rayon de courbure, je vais avoir plus de densité de charge ici. Il y aura plus de densité de charge. Et ainsi de suite. Vous allez voir accumulation de charge sur là où le rayon de courbure est faible. Et là où le rayon de courbure est grand, vous voyez que la densité de charge elle est très faible. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. Et vous avez des applications dans les briquets. C'est une pointe, on crée une décharge et vous avez un très fort champ électrique qui permet d'ioniser l'air et de créer les étincelles. Donc vous voyez, donc là, la densité de charge, et comme le champ est proportionnel à la densité de charge, on va voir que le champ ici va avoir une amplitude extrêmement plus importante que là où le rayon de courbure est très grand, et c'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. Bon, énoncer le théorème de Coulomb et déterminer le champ électrostatique au voisinage. Bon, le théorème de Coulomb vous dit que le champ au voisinage de la surface d'un conducteur est perpendiculaire à la surface et son amplitude est égale à sigma sur epsilon 0. Bon, je l'ai démontré tout à l'heure, mais là on vous demande juste de l'énoncer. Donc ça signifie que le champ au voisinage d'un conducteur, toujours il lui est perpendiculaire à la surface et son amplitude elle est constante égale à sigma sur epsilon 0. Bien sûr, sigma change suivant les rayons de courbure. Ça ne veut pas dire que le champ est constant sur toute la surface, sauf bien sûr s'il s'agit d'une surface purement sphérique. Bien. Donc ça veut dire que le rapport des champs électriques au voisinage du conducteur 1 et du conducteur 2 est proportionnel aux densités de charge et par conséquent inversement proportionnel au rayon de courbure. Donc le champ, comme la densité de charge, est très important là où le rayon de courbure est faible. C'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. Bien, voilà pour ce premier exercice sur le conducteur en équilibre. Deuxième exercice, on va parler d'un exercice aussi très classique, c'est le calcul de la capacité d'un condensateur. Je vais traiter les deux, condensateur plan, cylindrique, et vous pouvez généraliser un condensateur sphérique. Bon, d'abord la méthode à suivre. Première chose, déterminer le champ entre les armatures. Entre l'armature interne et l'armature externe. Entre les deux armatures, quel est le champ électrique? Ensuite, calculer la circulation de ce champ électrique suivant un chemin qui mène de l'armature 1 vers l'armature 2. Ceci va nous permettre de déterminer V1 V2 en fonction du champ électrique et par conséquent en fonction de la densité de charge. Et en remplaçant sigma par Q, on pourra déterminer le rapport Q sur V1 V2. Donc déduire la capacité par la relation C est égal à Q sur V. Donc on va l'appliquer au champ électrique. Donc d'abord le champ entre les armatures, j'ai déjà calculé plusieurs fois, donc je ne vais pas refaire la démonstration. Mais vous pouvez voir la vidéo sur le calcul du champ électrique par le théorème de Gauss. Il est largement détaillé la méthode. Bon, on connaît le champ créé par un plan infini. Donc c'est sigma sur 2 epsilon 0. Et si vous avez une charge positive, et puis toujours le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Juste je rappelle comment on a fait rapidement. Si vous avez un plan chargé avec moins sigma, l'amplitude de champ c'est toujours sigma sur epsilon 0. Mais le champ est dirigé vers la charge. Et vous voyez bien que entre les armatures, le module de ces deux champs s'ajoute sigma sur epsilon 0 plus sigma sur epsilon 0, ça vous donne sigma. Alors qu'à l'extérieur des armatures, vous avez la somme de deux champs de sens opposés. Voilà, la même chose ici, la somme de deux champs opposés. Bon, donc pour ceux qui veulent voir le détail, reportez-vous à la vidéo sur le théorème de Gauss. Bien, maintenant je calcule la circulation de ce champ entre ce chemin-là, entre le conducteur 1 et le conducteur 2. Et j'utilise bien sûr la relation D de V. Donc là il faut faire attention, D de V. Il y a toujours des étudiants
qui oublie ce signe moins, d de V, c'est moins, pardon, c'est moins E scalaire d de L. Champ électrique, scalaire, j'aurais dû mettre le détail, scalaire d de L. D'accord? Bien. Maintenant, j'intègre ceci entre le conducteur 1 et le conducteur 2. Ça va me donner V2 moins V1. Mais avec ce signe moins, il devient V1 moins V2. Donc V1 moins V2, c'est l'intégrale entre 1, 2, E d de L. Bien sûr, d de L, c'est un élément de longueur qui est aussi parallèle à E. Donc ça va donner, puisque E est constant, ça va donner directement E fois cette longueur-là, cette épaisseur-là. Bon, on l'appelle ici D, donc je l'appelle D. Voilà. Donc j'ai exprimé V1 moins V2 en fonction de sigma. Or, C, c'est Q sur V1 moins V2. Donc il suffit de chercher la relation entre sigma et... Vous avez Q est égal à sigma fois S. D'accord. Q égale à sigma fois S. Je remplace Q, sigma par Q sur S. Ensuite, en cherchant Q sur V1 moins V2, vous allez déduire facilement que C est égal à epsilon 0 fois S sur D. Donc vous voyez bien là aussi que c'est une propriété qui ne dépend que de la géométrie du condensateur, sa surface et l'épaisseur entre les deux armatures. Bien, d'accord. Maintenant, je passe à un condensateur. Je n'ai pas terminé la question. Question de déterminer l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Bien sûr, un condensateur va emmagasiner de l'énergie électrique. Et epsilon, par définition, cette énergie, c'est epsilon 0 sur 2, l'intégrale E carré sur 2 d d'auto. Comme E est constant, ce sera epsilon 0 E carré sur 2 fois l'intégrale de d d'auto qui va nous donner l'intégrale, ou bien d de V, c'est la même chose, qui est le volume. Et le volume d'un condensateur plan, c'est la surface fois l'épaisseur. Donc là, on note l'épaisseur D, je garde la même notation, l'épaisseur D. D'accord? Et qui se donne epsilon 0 E carré sur 2 fois le volume qui est la surface fois D. Donc la densité d'énergie, c'est dW sur D de V, et ça vous donne epsilon 0 E carré sur 2. C'est ce qu'on appelle la densité d'énergie électrique. Donc voilà à retenir l'expression de l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur, qui est valable d'ailleurs pour quel que soit le conducteur, c'est epsilon 0 sur 2 l'intégrale au carré d d'auto. Faites attention au domaine d'intégration ici, j'intègre là où se trouve le champ électrique. Donc tous les domaines qui contiennent un champ électrique contiennent une certaine énergie électrique. D'accord? Et là, la densité d'énergie par unité de volume est donnée par epsilon 0 au carré sur 2. Donc là, très important, le domaine d'intégration, j'intègre là où se trouve le champ électrique. Si vous prenez par exemple une sphère chargée en volume avec une densité de charge ρ, vous allez calculer le champ en un point à l'intérieur, le champ en un point à l'extérieur. Quelle est l'énergie électrostatique de ce système? C'est l'intégrale de epsilon 0 sur 2, l'intégrale au carré, donc il faut intégrer entre 0 et l'infini, parce que le champ existe à l'intérieur et le champ existe à l'extérieur. D'accord? Bien. Maintenant, vous avez une autre question, c'est que lorsqu'on introduit parallèlement aux armatures une plaque métallique d'épaisseur A, calculez la capacité du nouveau condensateur équivalent. Voilà, le plus important ici, c'est la nature de la plaque, c'est un conducteur. Donc vous allez avoir, voilà le condensateur initial, donc celui-là, l'armature interne, voilà l'armature externe, voilà la feuille métallique d'épaisseur A. Bien sûr, ici vous avez deux conducteurs en influence totale, parce que qui dit condensateur, on suppose les plans infinis. Donc vous allez avoir moins Q qui va apparaître sur cette charge, et par conservation de charge, il faut qu'il y apparaisse plus Q sur l'autre armature. Bien sûr, pas de charge en volume, parce que propriété d'un conducteur en équilibre, la charge doit être surfacique. Bien. Donc vous avez exactement comme si vous avez l'association de deux condensateurs en série. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Que ça c'est équivalent effectivement à deux condensateurs en série, le premier d'épaisseur E1, le deuxième d'épaisseur E2. Donc pour calculer la capacité, on adopte la même méthode. Ici le champ, c'est le champ à l'intérieur d'un condensateur plan, donc c'est sigma sur epsilon 0. Et la même chose ici, le champ c'est sigma sur epsilon 0, parce que c'est un condensateur plan de charge Q moins Q. On calcule la circulation entre ce point et ce point du champ électrique. Donc il y a la circulation sur l'épaisseur E1. Ici c'est 0 parce que le champ est nul, plus la circulation suivant l'épaisseur E2. Donc ce sera le champ suivant cette longueur-là, plus celle-là. Et E1 plus E2 est égal à quoi? Est égal à l'épaisseur totale entre les armatures, moins
la taille de la feuille métallique. Donc vous avez E1 plus E2 est égal à quoi? Est égal à E moins A. Donc je répète, V1 moins V2, ce sera la circulation du champ électrique de là à là, c'est là où le champ est non nul, plus la circulation du champ électrique de là à là. Comme le module de champ est constant, donc ce sera le champ fois E1 plus le champ fois E2. Donc ce sera le champ facteur de E1 plus E2. C'est quoi E1 plus E2? C'est la E, l'épaisseur totale, moins A. Donc ça vous donne E moins A. Je remplace maintenant le champ par sigma sur epsilon 0. Ensuite, je remplace Q est égal à sigma S. Donc sigma, c'est Q sur S. Donc je peux la remplacer par Q sur S. Et vous voyez bien que C est égal à Q sur V1 moins V2. Donc la condensateur, ça va être epsilon 0 fois S sur E moins A. Voilà. Donc je remplace Q par sigma par Q sur S. Or, C, c'est Q sur V1 moins V2. Donc ça sera epsilon 0 fois S divisé par E moins A. Donc voilà ce que nous donne le calcul direct. Maintenant, on va montrer que ceci est équivalent à l'association de deux condensateurs en série. Et je vous rappelle, la loi d'association de deux condensateurs en série, c'est l'inverse des résistances. Ça veut dire 1 sur C équivalent, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc essayons d'écrire ça comme étant l'inverse de C, c'est l'inverse de deux capacités. Donc je remplace E moins A par E1 plus E2. Donc C est égal à epsilon 0 S sur A moins E2. Donc je calcule 1 sur C qui est égal à E1 sur epsilon 0 plus E1. Or ça, on vient de montrer dans la question A, c'est la capacité, l'inverse de la capacité d'un condensateur d'épaisseur E1. Donc je note C1 égale et C2 égale. Donc vous voyez bien que 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et c'est le résultat auquel on s'attendait parce que ces deux condensateurs sont exactement équivalents. Voilà, je l'ai montré ici, à l'association de deux condensateurs en série, celui-là de capacité C1 et le deuxième de capacité C2. Voilà, capacité C2. Bien, voilà. Maintenant, je passe rapidement sur le condensateur cylindrique. C'est exactement la même méthode. Le condensateur cylindrique est formé par deux conducteurs cylindriques. Le premier, un conducteur cylindrique interne, entouré par un deuxième conducteur cylindrique externe. Bien. Donc d'abord, je vais déterminer le champ entre les armatures. Et le champ entre les armatures, c'est le champ créé par un condensateur cylindrique de rayon R qui porte une charge Q. Donc, pour le calcul du champ entre les armatures, c'est comme s'il n'y a pas de champ du cylindre extérieur. Donc je prends un cylindre chargé en surface. Bon, ça, le calcul détaillé, regardez la vidéo qui est consacrée au théorème de Gauss. On a déjà démontré que le flux est égal à E sur E de pi R fois H, que pour un condensateur chargé en surface, la charge intérieure elle est nulle, de théorème de Gauss. Donc voilà ma surface de Gauss. Donc si je prends la surface de Gauss à l'intérieur, bien sûr la charge à l'intérieur est égale à 0 parce que la charge se trouve uniquement sur la surface. Et pour le champ à l'extérieur, c'est-à-dire entre les armatures en particulier, la charge intérieure c'est la charge sur cette surface-là, sur ce cylindre. C'est un cylindre de rayon grand R, donc ça sera sigma 2pi grand R fois H. Et le champ créé par un condensateur chargé surfaciquement, on a un point quelconque situé à une distance R, est égal à combien? Est égal à sigma grand R sur epsilon 0 suivant ER. Bon, le calcul détaillé, je l'ai fait rapidement ici, et l'ai fait sur la vidéo consacrée au théorème de Gauss pour les problèmes à symétrie cylindrique. Bon, et là on peut vous donner, voilà le champ entre les armatures, calculer la capacité de ce condensateur. Donc il suffit de calculer la circulation du champ électrique entre le conducteur interne, le cylindre interne et le cylindre externe. Voilà le cylindre interne, voilà le cylindre externe. Celui-là de charge Q, celui-là de charge moins Q. Donc la circulation va vous donner, bien sûr, vous avez Q est égal à sigma fois S. C'est la surface latérale du cylindre qui est chargée, 2pi R fois H. On prend un cylindre de hauteur H, mais on suppose H est très très grand devant le rayon pour pouvoir appliquer les hypothèses d'un cylindre infini. Donc la circulation va vous donner tout simplement
D de V égale à moins E D de R, j'intègre entre 1 et 2, j'intègre entre 1 et 2, conducteur interne, conducteur externe. Ici, ça va me donner V2 moins V1, mais avec ce signe moins, ça sera V1 moins V2. Et l'intégrale E D de R est égale à l'intégrale de D. Bon, ça est rien. Donc, je calcule V1 moins V2, je remplace E par sa valeur. L'intégrale D de R sur R, c'est le log de R, et j'intègre entre le rayon R1 jusqu'au rayon R2. Voilà, et je détermine la capacité tout de suite. Donc voilà la capacité d'un condensateur cylindrique de rayon H. Souvent, on définit la capacité par unité de longueur, c'est-à-dire C sur H, qui est égal à 2pi epsilon0 sur log R2 sur R1. Là aussi, vous voyez que c'est une grandeur physique qui ne dépend que des paramètres géométriques R1 et R2 et de la nature du milieu entre les armatures. Lorsqu'il y a le vide, vous avez epsilon 0. Donc voilà pour cette série numéro 5. J'attends vos commentaires bien sûr. Et à bientôt pour la série numéro 6 qui va être consacrée à la magnétostatique et en particulier force de Lorentz et force de Laplace.